Alors, on parle de quoi? Ceci est ma deuxième vidéo et j'avais envie de commencer une série. Une série sur l'histoire, mais pas que. Attention, il y aura un tout petit peu de politique. Cette série se basera sur comment créer. Comment créer un empire, une dictature, une république et un gouvernement mondial. Donc, elle sera plus basée sur l'histoire que sur la politique. Étant donné qu'il n'y a jamais eu d'exemple de gouvernement mondial dans l'histoire, nous sommes obligés de l'imaginer dans le présent et dans le futur. Donc, nous sommes obligés d'y insérer des éléments sociopolitiques. Mais c'est tout. Rien qui puisse compliquer les choses. Nous allons commencer cette série par le gouvernement mondial, car c'est dans cet épisode que nous allons faire le plus de théories ou le plus d'hypothèses sur le futur. Donc on peut considérer que ce premier épisode de cette série est déjà un hors-série. Un gouvernement mondial, c'est le rapprochement de tous les peuples pour ne former plus qu'une nation, qu'une nationalité, la nationalité humaine, sur notre pays, la Terre. L'idée de base, c'est ça. Il y a eu plusieurs exemples dans l'histoire, notamment après d'énormes catastrophes provoquées par des humains. Une catastrophe naturelle ne rentre donc logiquement pas dans cette optique-là. Après la Première Guerre mondiale, il y a eu la Société des Nations. C'est un peu comme l'ONU, mais en beaucoup moins crédible, et ça n'a pas marché évidemment, puisqu'il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Et justement, après la Deuxième Guerre mondiale, on a l'ONU. Les Nations Unies fonctionnent mieux au niveau mondial. Donc pour l'instant, ça fonctionne. L'Union Européenne a été créée pour éviter une nouvelle guerre. Et en 73 ans, ça marche plutôt bien. À partir de maintenant, imaginons nous sommes en 2018, comment un gouvernement mondial pourrait voir le jour? Il existe deux possibilités, par la paix et par la guerre. Par la paix, ce serait d'abord une sorte de crise gigantesque qui atteint l'humanité tout entière. Il y a plusieurs types de crises. Les crises économiques, mais beaucoup plus dévastatrices que ce qu'on connaît actuellement, ou alors les crises écologiques, mais bon, ça on n'en voit que dans les films de science-fiction, mais beaucoup plus simple à imaginer, des guerres. L'ONU est pour moi la seule institution à avoir la capacité et la crédibilité de prendre une telle décision. C'est pour ça que je l'utilise comme exemple. Imaginons qu'une guerre éclate entre un pays X et un pays Y, et que celle-ci provoque des millions de morts. La population des pays frontaliers à ces pays X et Y vont se sentir vulnérables et mis en danger par cette situation. Et les autres pays vont être pour la paix et faire en sorte que cette guerre, qui n'a que trop duré et qui a engendré trop de morts, s'arrête. L'ONU va donc essayer d'intervenir dans cette guerre. Étant donné qu'aucun des deux pays X et Y ne veut entendre quoi que ce soit, il va falloir les attaquer. Une fois que ces pays sont pacifiés et que leur gouvernement est changé, il faut établir une liste de tous les pays suspects et dangereux qui pourraient provoquer une telle catastrophe une seconde fois. Pour éviter qu'une situation comme celle-là se reproduise une nouvelle fois, l'ONU va établir une liste des pays dangereux qu'il faudrait détruire ou en tout cas qu'il faudrait pacifier. On l'a déjà vu, les dictatures, les empires, ça ne dure pas très longtemps. Une coalition mondiale va être formée afin de détruire les gouvernements susceptibles d'empêcher la paix d'exister. En tout cas dans certaines régions du globe. Là, et là. Oui, l'Angleterre y fait partie. Donc, pour la liberté, la coalition va se mettre à attaquer tous les pays, même ceux qui ne font rien, dans le but de préserver la paix. Évidemment, ces pays attaqués sont considérés comme ne respectant pas les droits de l'homme. Donc, il faut les anéantir. C'est un peu l'idée de cette coalition. Fondée sur une religion laïque de la liberté et de l'égalité avant tout, et une propagande énorme sur justement ces deux principes, l'opinion publique de la majorité des pays du monde faisant partie de cette coalition va être pour ce mouvement de démocratisation. Au final, c'est un peu une guerre de religion, mais sans religion. Plusieurs points viennent entacher ceci. Il est possible, voire totalement logique, qu'il y ait des différends qui se créent entre certains pays, ou même des différends qui existaient déjà. Par exemple, les pays abhorrant la même religion d'État ne vont pas forcément être heureux de devoir cohabiter avec d'autres pays abhorrant une autre religion extrêmement différente de la leur. Évidemment, en 2018, on peut se dire que ceci a évolué depuis les croisades, mais non. Il y a toujours des différends, et malheureusement, ça se fait sentir encore. Évidemment, il n'y a pas que la religion. Tous les pays aiment évidemment gouverner leur peuple comme ils l'entendent, et appartenir à un gouvernement mondial enlèverait leur nationalité. Mais évidemment, la nationalité humaine dans un gouvernement mondial serait largement supérieure à n'importe quelle autre nationalité, et tous les pays du monde deviendraient de simples régions régies par le gouvernement, mais ce gouvernement-là doit rendre des comptes au gouvernement mondial. Maintenant, imaginons que le gouvernement mondial soit une réalité et qu'il en existe réellement un. Il y a forcément dans le monde des pays qui ne feront pas partie de ce gouvernement mondial. Des pays considérés comme dangereux pour l'unité et pour l'union des pays, notamment l'Angleterre. Alors ça, vous allez me dire, ça n'a aucun rapport, et moi je vais vous dire que si il y a bien un pays dans ce monde un peu trop nationaliste pour appartenir à un État, c'est bien l'Angleterre.
En plus, c'est aussi un pays qui a la fâcheuse tendance de poignarder ses alliés dans le dos à la première occasion, tout en espérant rejeter le négatif pour garder le positif. Donc un pays comme ça ne sera pas forcément valorisé dans un gouvernement mondial. Ce sera même mis à l'écart et au mieux colonisé pour être une simple province du pays le plus proche. Ce serait pas une mauvaise chose, mais bon. Autre possibilité, ce n'est plus un pays maintenant, mais une idéologie. Il est possible qu'il y ait des gens qui fassent sécession, qui se rebellent contre ce gouvernement, qu'ils jugent extrêmement nul, oui, j'ai pas trouvé d'autres mots, au profit de leur ancien pays qui a été absorbé par l'EGM. Ce seraient un peu des sortes de terroristes, mais qui ne pratiquent aucune religion, mais qui sont justement pour la nationalité de leur ancien pays. Maintenant, si tous les pays sont unis, les armées nationales ne servent plus à rien. Elles vont donc toutes être englobées dans une seule armée, une sorte d'armée extrêmement planifiée sur l'ensemble de l'humanité. Ceci deviendrait l'armée mondiale. Elle ne serait plus utilisée, à moins évidemment de faire la connaissance d'une race alien hostile à l'humanité. Dans le cas d'une unification totale, toutes les entreprises vont être aussi englobées entre elles. Par exemple, l'ESA, la NASA et toutes les autres agences spatiales vont n'en former plus qu'une, qui va favoriser évidemment la conquête spatiale. Car toutes les technologies mises en place à droite à gauche vont être utilisées pour la même chose, ce qui va évidemment accélérer le développement des technologies. Ce serait pareil pour toutes les entreprises. La SNCF pour les transports et EDF pour l'électricité, par exemple. Le GM aurait plusieurs valeurs: l'égalité entre les hommes, la liberté et tout ce qui a un rapport avec ça. Évidemment, comme je l'ai dit plus tôt, la République est la meilleure chose à mettre en place pour ce type de gouvernement, car il faudrait des ressources considérables pour contrôler toute l'humanité par la force. C'est pourquoi les histoires sur les élites qui décideraient de prendre le contrôle sur les Illuminati et tout ce qui a un rapport avec les complots sont totalement impossibles. Car un groupe de personnes aussi riches ou aussi puissantes soit-il, il n'aura jamais la capacité militaire et industrielle de prendre le contrôle du monde aussi facilement. C'est pourquoi seuls les gouvernements eux-mêmes, les États des pays, seules les institutions comme l'ONU ou comme tout ce qui s'en rapproche sont aptes à faire ce genre de choses. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, pour que les humains s'unissent, il faut des catastrophes. Et les catastrophes, c'est évidemment des morts. Quand les humains vont comprendre que pour leur propre survie, ils doivent s'unir, là ils s'uniront. Mais pour l'instant, ce n'est pas gagné. Pour l'instant, on a simplement un gouvernement par pays et une nation unie.